Au printemps 1847, une inquiétude sourde parcourait les plantations de Virginie, masquées par une prospérité de surface. Le corridor du fleuve James, de Richmond à la baie de Chesapeake, représentait certaines des terres agricoles les plus précieuses du Sud. Le tabac restait roi, bien que l'épuisement des sols se fasse déjà sentir. Les grandes plantations se dressaient comme des monuments d'un mode de vie dépendant du travail asservi. Cette réalité nourrissait une peur constante. La rébellion de Nat Turner, 16 ans plus tôt, était encore fraîche dans les mémoires. Toute absence inexpliquée envoyait des ondes de paranoïa, les patrouilles d'esclaves rôdaient la nuit. C'est dans cette atmosphère que survinrent des changements subtils. La plantation du comté de Hanover signala que Dinah, 24 ans, s'était enfuie à la mi-mars. L'annonce offrait une récompense, mais Dinah ne fut jamais retrouvée. Pas plus que Sarah 3 semaines plus tard, ni Mary en mai. Venant de l'étranger, l'été voyait les propriétaires discuter d'un problème. Des femmes asservies disparaissaient, et malgré des patrouilles étendues, elles n'étaient pas récupérées. Le schéma était inhabituel. Seules des femmes de 18 à 35 ans disparaissaient. Le plus troublant, ces femmes laissaient des enfants derrière elles. Les mères asservies ne s'enfuyaient presque jamais loin de leurs enfants. Pourtant, ici, des femmes disparaissaient qui avaient des fils, des filles. Les pluies printanières étaient fortes, rendant les chemins impraticables. La boue, l'isolement créaient des conditions où les absences pouvaient ne pas être immédiatement remarquées. À la plantation Grantham, le contremaître Marcus Heywood remarqua quelque chose de troublant. 3 femmes avaient disparu en l'espace de 2 semaines en juillet. Aucune n'avait semblé mécontente. Tout avait disparu par des matins brumeux. Heywood parcourut la propriété. Il ne trouva rien. La communauté asservie gardait un silence prudent, mais entre eux, les théories se propageaient. En août, une réunion fut convoquée au palais de justice. 19 femmes avaient disparu depuis mars. La perte financière était stupéfiante. Mais au-delà de l'argent, la situation menaçait toute la structure de contrôle. Ils discutèrent d'augmenter les patrouilles. À la place, ils engagèrent des hommes dont la réputation pour traquer les fugitifs était établie. Le groupe de traqueurs arriva début septembre, mené par Tobias Fletcher. Il avait amené 4 associés. Ils s'installèrent dans une taverne, étudiant des cartes, interrogeant. La méthode de Fletcher était systématique. Les gens laissaient des traces. Quelqu'un savait toujours quelque chose. La percée de Fletcher vint d'une source inattendue. Un batelier noir libre nommé Elijah Dobbs. Par un soir humide, Dobbs parla à Fletcher des bateaux. Il les avait vus 3 fois au cours des 6 derniers mois. Toujours de nuit, descendant le fleuve avec le courant. Les bateaux étaient du type utilisé pour le commerce fluvial, mais ils passaient dans l'obscurité, sans lumière. La dernière fois, Dobbs avait entendu le clapotis des rames. Le bateau était passé près de lui. Il voyait les silhouettes de plusieurs personnes assises, immobiles comme des statues. Fletcher paya Dobbs et l'avertit de se taire. Au cours des jours suivants, Fletcher étendit son enquête le long du fleuve. Plus Fletcher apprenait, plus il était certain que le fleuve lui-même était la clé. Le système du fleuve James était vaste. Quelqu'un utilisant les voiseaux pouvait déplacer des personnes sans laisser de traces. Mais cela soulevait des questions. Où allait-il ? Fletcher décida de tendre une embuscade, un méandre isolé. Il choisit une nuit sans lune. Ils s'installèrent avant le crépuscule. La nuit était dense de bruit. Les heures passèrent. Vers 2 heures du matin, Fletcher l'entendit.
Le bruit des rames. Un bateau se matérialisa. Il distingua 3 silhouettes. Le bateau se échoua sur la rive. Les 2 rameurs sortirent. Ils attendirent. Puis un groupe émergea des arbres. Les silhouettes avancèrent vers le bateau avec réticence. Fletcher en avait assez vu. Il se leva, ordonna de s'arrêter et descendit vers la crique. Les personnes près de bateau se dispersèrent. Le compagnon de Fletcher partit à la poursuite d'un d'eux. Fletcher se dirigea vers le bateau. Un rameur l'attaqua avec une rame. Fletcher esquiva et le projeta au sol. Ils luttèrent dans la boue. Le second rameur poussa le bateau et s'échappa. Fletcher entendait des cris. Le combat dura 30 secondes avant que l'homme ne devienne mou. Fletcher sentit l'odeur du sang. L'homme était mortellement blessé. Il mourut minutes plus tard. Le compagnon de Fletcher revint, les mains vides. Les autres s'étaient dispersés. La forêt les avait engloutis. Ils fouillèrent et trouvèrent un sac en toile. À l'intérieur, des documents, un registre. Fletcher transporta le corps et le sac. Le nom de l'homme mort était Jacob Puy, commis chez Sutherland & Company, une grande firme de traite d'esclaves. Le registre listait des noms, des dates, des prix, mais une section séparée enregistrait des transactions à des prix bien inférieurs au marché. Fletcher approcha les autorités. Le magistrat George Reynolds examina les preuves. Sa première question fut « Combien de personnes sont au courant ?» Puis il expliqua « Le commerce domestique d'esclaves était le sale secret de Virginie. Les terres épuisées ne pouvaient soutenir la population asservie. L'essor du coton créait une demande. La Virginie vendait des personnes vers le sud par les milliers. Mais ce que Fletcher avait découvert était différent. Un réseau volant des femmes sans documentation pour les vendre plus loin. C'était du vol envers d'autres propriétaires. L'inquiétude de Reynolds n'était pas humanitaire, c'était la menace pour la stabilité sociale et la propriété. Il décida que l'enquête continuerait, mais discrètement. Fletcher devrait suivre la piste vers l'aval. Lors des rénovations de 1978 dans l'ancien bâtiment du magistrat du district de Tidewater en Virginie, les ouvriers découvrirent plus qu'un compartiment caché derrière un faux panneau. Ils trouvèrent une liasse de documents, correspondances, registres financiers, une série de cartes marquées de symboles qui n'avaient initialement aucun sens. Et il y avait ce registre, un livre de comptes privé, méticuleux, inscrivant 27 femmes, 27 noms, âge, description physique, date de dernière vue, écrit de la même main soignée que celle qui signait les transferts de propriété et les licences de mariage du comté. Mais ce qui glaçait le sang, c'était le mot ajouté à côté de chaque nom, dans une encre différente, des mois ou des années plus tard. Le même mot, chaque fois, retrouvé. Ce que les historiens qui étudièrent ces documents pendant 3 ans comprirent finalement était si sombre que plusieurs refusèrent de publier leurs conclusions. Les preuves étaient là, préservées dans les matériaux mêmes que les ancêtres de familles éminentes avaient utilisés pour bâtir leur fortune. Le réseau mis au jour par Tobias Fletcher n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les documents de 1978 révélèrent que James Sutherland n'avait pas agi seul, ni même été le principal bénéficiaire. La conspiration incluait au moins 7 propriétaires de plantations éminents, des hommes qui avaient siégé à l'Eagle Tavern exprimant l'indignation tout en sachant parfaitement ce qui était arrivé aux femmes disparues. Ces hommes avaient été des partenaires à part entière du stratagème, fournissant des informations sur les plantations à cibler, aidant à organiser les enlèvements et partageant les profits lors de la vente des femmes vers le sud. La raison de leur implication était un calcul économique froid. L'économie esclavagiste de la Virginie était en déclin. Tout le monde le voyait, mais peu étaient prêts à l'admettre publiquement. Ces hommes avaient regardé leurs richesses s'éroder lentement alors que le tabac épuisait leur sol et que les fils cadets de familles établies partaient vers l'ouest chercher de meilleures opportunités. L'opération d'enlèvement offrait un moyen d'extraire un profit supplémentaire des personnes asservies qu'ils contrôlaient,
en les convertissant en liquidités pouvant être investies dans des entreprises plus prometteuses, comme les chemins de fer et les manufactures. Mais les registres financiers qui survécurent révélèrent quelque chose de plus troublant encore sur l'ampleur de l'opération. Les 27 femmes documentées dans le registre du magistrat n'étaient pas les seules victimes. Elles n'étaient que celles dont les disparitions avaient été officiellement remarquées et enregistrées. Le regroupement des registres de plantation, des documents de vente des marchés du Sud et des témoignages qui avaient été collectés puis étouffés suggéra que l'opération avait pu prendre jusqu'à 40 ou 50 femmes sur une période plus longue que quiconque ne l'avait réalisée. Certaines disparitions remontaient à fin 1846, précédant le schéma de mars 1847 que Fletcher avait enquêté. Les femmes avaient été spécifiquement ciblées pour leur jeunesse et leur fertilité perçue, des traits qui commandaient des prix premium dans l'économie cotonnière en expansion du Sud profond. Elles avaient été arrachées à leur famille, droguées, transportées comme du bétail, vendues sous de faux noms à des acheteurs à qui on n'avait rien dit de leur véritable origine. Certaines de ces femmes vécurent probablement toute leur vie sans jamais savoir de quel comté de Virginie elles avaient été volées. Incapables de faire passer un mot aux enfants, maris et parents qu'elles avaient été forcées de laisser derrière elles. L'installation de détention à City Point était plus qu'un simple entrepôt. Les documents la décrivaient comme un compound, avec des pièces séparées où les captives pouvaient être maintenues isolées. Un espace où elles pouvaient être préparées pour la vente, ce qui signifiait probablement qu'on leur faisait apprendre de fausses histoires, qu'on les menaçait pour les réduire au silence sur leur enlèvement, et qu'elles étaient peut-être soumises à des violences pour les rendre dociles. Le site fonctionna pendant au moins 10 mois avant d'être fermé à la suite de l'enquête de Fletcher. Par la suite, il fut nettoyé et reconverti au stockage de cargaisons légitimes. Toute preuve de son utilisation précédente fut soigneusement détruite. Le rôle du docteur Estabrook dans le développement de la technique de drogue s'avéra encore plus sinistre qu'on ne l'avait compris à l'origine. Il avait expérimenté des composés à base d'opium et d'autres substances, cherchant des mélanges qui rendaient les personnes inconscientes sans les tuer, les laissant confuses et désorientées pour empêcher toute résistance efficace. Plusieurs des femmes qui avaient été enlevées, selon des témoignages recueillis des décennies plus tard auprès d'anciennes personnes asservies qui les avaient connues, souffriraient d'effets long terme des drogues, incluant des problèmes de mémoire et des affections physiques qui persistèrent pendant des années. Les morts des conspirateurs du niveau opérationnel, Ridgway, Estabrook et possiblement d'autres dont le sort ne fut jamais officiellement enregistré, n'étaient pas des coïncidences. Les propriétaires de plantations qui s'étaient associés à Sutherland avaient systématiquement éliminé tous ceux qui pouvaient témoigner contre eux, s'assurant que si la conspiration était une fois enquêtée, tout le blâme tomberait sur des hommes morts qui ne pouvaient se défendre. La mort accidentelle de Pouillat à la Crique avait montré aux conspirateurs leur vulnérabilité face aux témoignages de subordonnés. Ils y avaient répondu en éliminant cette vulnérabilité entièrement. La tentative de Thomas Waverly d'exposer la conspiration via le Richmond Inquirer et la mort de John Pleasants après la publication de l'histoire représentait le système se protégeant de la manière la plus brutale qui soit. Des hommes avaient été assassinés pour préserver la réputation de l'élite virginienne, pour empêcher un scandale qui aurait pu forcer la société à affronter la corruption au cœur de son système économique. La violence n'était pas une aberration. Elle était fondamentale à la manière dont le pouvoir se maintenait. Mais ce que la découverte de 1978 révéla aussi, c'est qu'une des femmes qui avait été enlevée avait trouvé un moyen de témoigner. Son nom était Louisa, prise dans une plantation du comté New Kent en juillet 1847 et vendue sur un marché de Charleston cet automne. Elle avait été achetée par un planteur de riz nommé Edward Gresham, dont la propriété se situait sur une des Sea Islands près de Beaufort en Caroline du Sud. Gresham était, selon toutes les descriptions, un propriétaire brutal, faisant travailler les gens jusqu'à la mort dans les rizières où la malaria et autres maladies tuaient régulièrement.
Mais sa brutalité créa des opportunités durant le chaos de la guerre civile, lorsque les forces Union capturèrent les Sea Islands en fin 1861. Gresham s'enfuit et ses travailleurs asservis se libérèrent eux-mêmes. Louisa était encore vivante à cette époque, bien qu'elle aurait probablement la quarantaine et usée par des années de labeur. Elle aurait pu simplement profiter de sa liberté et essayer de reconstruire une vie. Au lieu de cela, elle chercha les officiers Union qui documentaient les propriétés qu'ils avaient saisies, et elle leur raconta son histoire. Elle décrivit avoir été prise en Virginie, la drogue, le voyage en bateau sur le fleuve James, l'installation de détention à City Point, la vente à Charleston. Elle fournit des noms et des détails qu'elle avait gardés pendant 14 ans, attendant une opportunité de les raconter à quelqu'un qui pouvait s'en préoccuper. L'officier Union qui recorda son témoignage était un capitaine nommé William Thorpe, du Massachusetts. Il écrivit tout ce que Louisa lui disait, reconnaissant en cela une preuve de la corruption inhérente au système esclavagiste. Le rapport de Thorpe fut classé avec d'autres témoignages de personnes asservies décrivant les abus qu'elles avaient subis. Après la guerre, ces documents furent archivés et largement oubliés, ramassant la poussière dans des entrepôts gouvernementaux jusqu'à ce que les historiens commencent à les examiner dans les années 60 et 70 dans le cadre d'un intérêt renouvelé pour les archives de l'ère de la reconstruction. Quand le témoignage de Louisa fut finalement lu en parallèle avec les documents du bureau du magistrat, l'histoire complète s'assembla. Les noms qu'elle mentionnait correspondaient aux noms dans les registres des conspirateurs. Les dates coïncidaient. Les descriptions de l'installation de détention à City Point correspondaient à des détails architecturaux qui pouvaient encore être vérifiés en 1978. Elle se souvenait même du faux nom qu'on lui avait donné, Mary Jenkins, et les historiens purent trouver une Mary Jenkins dans les registres du marché de Charleston de l'automne 1847, décrite comme étant vendue de la succession d'un fermier virginien décédé. Le témoignage de Louisa n'expliquait pas tout. Il y avait encore des lacunes, des pièces manquantes, des questions qui ne pourraient jamais trouver de réponse. Mais elle fournissait une vérification de la part de quelqu'un qui avait vécu l'horreur, qui avait porté la vérité pendant 14 ans, jusqu'à trouver quelqu'un de disposé à l'écouter. Et intégré dans son témoignage se trouvait un détail qu'aucun autre document n'avait capturé. Ce que cela faisait d'être une des femmes qui avait été prise. Elle avait décrit le moment où elle avait été capturée, la terreur de se réveiller dans l'obscurité sans comprendre où elle était. La lente réalisation qu'elle avait été volée et vendue, et que personne ne viendrait la ramener. Elle décrivit les autres femmes pleurant, appelant leurs enfants et leurs maris, suppliant qu'on les relâche. Elle décrivit l'espoir désespéré que quelqu'un découvrirait ce qui était arrivé, que la loi interviendrait, que ce cauchemar... Le silence qui suivit l'étouffement de l'affaire en 1848 ne fut pas vide. Il fut lourd de conséquences et de résonances à travers le temps, bien au-delà des rives du fleuve James. Les structures de pouvoir qui avaient permis et ensuite dissimulé la conspiration démontrèrent une résilience sinistre. James Sutherland, s'étant retiré des affaires courantes, vécut le reste de ses jours dans l'aisance, sur sa propriété en Virginie, entouré du respect public. Les familles des planteurs impliqués continuèrent à prospérer, leurs noms figurant sur des bâtiments, des rues et des institutions philanthropiques. Le système esclavagiste lui-même poursuivit sa trajectoire jusqu'au conflit cataclysmique de la guerre civile. Pourtant, les fissures morales et sociales exposées par l'affaire des disparitions n'étaient jamais vraiment refermées. Elles faisaient écho dans la peur persistante au sein des communautés asservies, une méfiance aiguë envers les mécanismes même du contrôle qui étaient censés les maintenir en place. L'histoire de Louisa, préservée dans les archives fédérales, ne fut pas un cas isolé. D'autres fragments de vérité émergèrent des cendres de la guerre et de l'ère de la reconstruction. Dans les années 1870 et 1880, alors que les historiens commençaient à compiler les premiers récits de l'ère esclavagiste, des notes dispersées, des journaux intimes d'anciens propriétaires, des lettres entre marchands firent parfois allusion à des pertes inhabituelles ou à des transactions discrètes.
le long du fleuve dans les années 1840. Aucune ne formait un tableau complet, mais ensemble, elles dessinaient les contours de pratiques sombres que la bienséance de l'époque avait refusé de nommer. La violence qui avait éliminé les subalternes comme Ridgway et Estabrook établit également un précédent sombre. Elle démontra que l'élite dominante était prête à utiliser des moyens extrêmes pour protéger non seulement sa richesse, mais aussi son récit historique, sa légitimité perçue. La mort du éditeur John Pleasance en duel servit d'avertissement durable sur le prix de la vérité dans une société hiérarchique où l'honneur pouvait être un instrument de terreur. Cette leçon ne fut pas oubliée dans les décennies suivantes, alors que d'autres révélations gênantes sur les fondations brutales du pouvoir sudiste rencontrèrent souvent une résistance féroce, un déni académique ou une menace de violence. La redécouverte physique des documents en 1978 se produisit dans un contexte américain transformé. Le mouvement des droits civiques avait forcé une réévaluation nationale de l'histoire raciale du pays. Les historiens plongeaient dans des sources négligées, cherchant les foi et les expériences des personnes asservies. Dans ce climat, la boîte de documents du bureau du magistrat n'était pas seulement une curiosité archivistique, c'était une capsule temporelle explosive. L'authenticité des documents fut rapidement vérifiée par des experts en papier, en encre et en graphologie. La correspondance avec d'autres archives, comme les registres douaniers de Charleston et les dossiers testamentaires de Virginie, renforçait leur crédibilité. Pourtant, la publication des conclusions rencontra immédiatement des obstacles. Lorsque les premiers articles académiques furent soumis à des revues d'histoire virginiennes, les réponses furent mitigées. Certains éditeurs étaient enthousiastes, voyant une opportunité de révisionniste historique cruciale. D'autres étaient nettement hostiles, invoquant des préoccupations sur la diffamation des descendants et le manque de preuves directes pour les accusations les plus graves contre des figures historiques spécifiques. Un éditeur écrivit en marge d'un manuscrit « Ceci salit des noms honorables sur la base de spéculations. L'histoire ne devrait pas être une chasse aux sorcières. » La pression fut également ressentie en dehors du monde académique. Lorsque des rumeurs sur la découverte filtrèrent dans la haute société de Richmond, des avocats représentant les familles dont les noms apparaissaient dans les documents contactèrent l'université qui hébergeait la recherche. Ils ne menaçaient pas de poursuite, mais évoquèrent avec courtoisie des préoccupations concernant la précision et les douleurs inutiles que de telles allégations pourraient causer à des descendants innocents. Cette résistance subtile eut un effet modérateur. La monographie finale qui fut publiée en 1982, intitulée « Économie et illégalité dans le commerce domestique des esclaves de Virginie », était un ouvrage sobre et technique. Elle détaillait méticuleusement le mécanisme de l'opération d'enlèvement, les routes fluviales, les méthodes de falsification et les flux financiers. Cependant, elle utilisait des pseudonymes pour les principaux conspirateurs, Monsieur S, le docteur E, et elle évitait tout langage explicitement moralisateur. La conclusion se concentrait sur les failles de régulation et les incitations économiques perverses du système, plutôt que sur la culpabilité individuelle. C'était une victoire pour l'érudition, mais une défaite pour la mémoire narrative. L'histoire était sauvée des oubliettes, mais dénuée de son pouvoir de nommer et de condamner. Cette approche n'apaisa pas tout le monde. Dans les communautés afro-américaines de Virginie, en particulier celles des anciennes régions de plantation du Tidewater, la nouvelle de la découverte circula différemment. Elle n'arriva pas par des journaux académiques, mais par le bouche à oreille, les bulletins paroissiaux et les réunions de sociétés historiques locales. Pour beaucoup, ce n'était pas une révélation, mais une validation. Des histoires sur des années où les femmes disparaissaient existaient dans de nombreuses familles, transmises comme des avertissements ou des récits de pertes irréparables. Une descendante, interviewée dans les années 90, se souvint « Ma grand-mère parlait toujours de sa tante qui avait été emmenée par le brouillard. On nous disait de ne pas nous attarder près de la rivière le soir. On pensait que c'était des superstitions de vieux, des histoires de fantômes. Mais c'était vrai. C'étaient des hommes réels, avec des bateaux et des drogues. » Ce fossé entre la mémoire communautaire et l'histoire académique officielle devint un point de friction. Des activistes et des historiens publics commencèrent à exhorter les institutions à reconnaître pleinement l'histoire. Dans les années 90, une petite exposition fut proposée pour un musée d'histoire de Virginie, incorporant des facsimilés du registre et un résumé des événements.
Le projet fut annulé après que des membres du conseil d'administration aient exprimé des inquiétudes quant à la création de divisions et à la focalisation sur un épisode isolé et sombre, plutôt que sur le tableau plus large de l'histoire de l'État. L'argument de l'isolement était bien sûr au cœur du problème. Les chercheurs qui défendaient l'importance de l'affaire soutenaient qu'elle n'était pas isolée du tout. Elle représentait plutôt une logique extrême, mais cohérente, d'un système qui commodifiait les êtres humains. Si les esclaves pouvaient être légalement achetés, vendus et séparés de leur famille pour des raisons économiques, il n'y avait qu'un petit pas moral, bien qu'un grand pas légal, vers le fait de les voler à d'autres propriétaires. La conspiration révélait la porosité entre l'exploitation légale et le crime organisé dans une économie fondée sur la propriété de personnes. Cette perspective plus large trouva un écho croissant à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, alors que l'historiographie s'éloignait de l'exceptionnalisme pour se concentrer sur les systèmes et les structures. L'affaire du fleuve James en 1847 cessa d'être une simple chronique d'un crime vieux de 2 siècles. Elle devient une lentille à travers laquelle examiner les dynamiques durables du pouvoir, du silence et de la mémoire. Elle pose des questions qui résonnent bien au-delà de son cadre géographique et temporel spécifique. Qui a le pouvoir de définir l'histoire? Quels coups sont jugés acceptables pour protéger l'ordre et la réputation? Comment les vérités des victimes et des opprimés survivent-elles à travers les mécanismes de leur suppression? Et que nous ment-il encore dans les récits officiels que nous acceptons comme complets? L'eau du fleuve James finit par se jeter dans l'océan, ses molécules se dispersant dans l'immensité. Mais les histoires qu'elle a portées, les secrets qu'elle a gardés, ne se dissipent pas aussi facilement. Elles s'attardent dans les archives, dans la tradition orale, dans le paysage lui-même, offrant un témoignage silencieux mais persistant contre l'oubli. Le registre, avec son mot froid et final, retrouvé, reste le symbole ultime de cette tension, un enregistrement qui prouve à la fois le crime et l'impunité qui l'a suivi, nous rappelant que trouver la trace de l'injustice n'est pas la même chose que d'obtenir justice. Les ramifications de l'histoire s'étendirent au-delà du temps et du lieu, trouvant des échos dans des schémas similaires ailleurs. Si le récit principal se situe en Virginie avant 1850, la mécanique du crime, l'enlèvement ciblé, le transport discret par voie d'eau, la falsification de documents, la collusion de l'élite et l'étouffement ultérieur n'étaient malheureusement pas uniques. Des parallèles troublants peuvent être discernés dans divers contextes historiques où des systèmes oppressifs ont créé des conditions permettant l'exploitation clandestine et le trafic de personnes vulnérables. Les voies navigables, qu'il s'agisse du Mississippi, du Congo ou des Ganges, ont souvent servi de corridors silencieux pour de tels commerces sombres, leurs courants effaçant les traces plus rapidement que les routes terrestres. L'élément clé révélé par l'affaire de 1847 est la porosité entre l'économie légale d'une institution oppressive et le crime organisé qui en parasite les bords. Lorsque des êtres humains sont réduits à l'état de marchandises dans la loi et les mœurs, la frontière entre la vente légitime et le vol pur s'estompe, facilitée par la corruption et le désir de profit. Les disparitions des femmes de Virginie ne furent possibles que parce qu'elles évoluaient dans un système qui les considérait déjà comme une propriété transférable. Leurs ravisseurs n'ont fait qu'ignorer les formalités légales de la transaction, court-circuitant un système dont ils connaissaient intimement les rouages. Le silence qui suivit, imposé par la violence et l'intimidation, démontre comment les structures de pouvoir protègent leurs propres intérêts en sacrifiant la justice et en effaçant la vérité du récit officiel. Ce schéma, crime, collusion, silence, se répète à travers l'histoire en différents points du globe, chaque instance enracinée dans les spécificités de sa culture et de son époque, mais partageant une logique fondamentale de déshumanisation et de dissimulation. La valeur du récit de 1847 réside donc aussi dans son potentiel de réflexion comparative. Il nous invite à regarder d'autres épisodes historiques, d'autres disparitions inexpliquées de groupes vulnérables, avec un œil neuf,
en nous demandant quels intérêts établis ont pu être servis, quelles voies discrètes ont pu être utilisées et quels mécanismes de silence ont pu être activés pour enterrer la vérité. Le fait que l'histoire ait finalement refait surface, d'abord par la persistance d'un témoin comme Louisa, puis par la découverte fortuite d'archives, offre une lueur ténue mais réelle. Cela suggère que même les efforts de suppression les plus déterminés peuvent échouer face à la ténacité de la mémoire humaine, qu'elle soit conservée dans l'esprit d'un survivant, dans un registre caché ou dans la tradition orale d'une communauté. La vérité possède une étrange durabilité. Elle peut être enfouie, mais pas nécessairement détruite. Elle attend dans l'ombre, souvent sous forme de fragments déconnectés, jusqu'à ce qu'un chercheur, un archiviste ou un conteur découvre le fil qui permet de la retisser. Ainsi, l'histoire de ces 27 femmes et des autres qui n'ont jamais été enregistrées transcende ces spécificités historiques. Elle devient un rappel que derrière les grandes narrations de l'histoire, les traités, les batailles, les cycles économiques, se cachent d'innombrables récits individuels de pertes et de résistance, souvent étouffés, mais jamais entièrement éteints. Le fleuve James a peut-être gardé ses secrets pendant plus d'un siècle. Mais l'eau finit toujours par révéler ce qu'elle a caché, que ce soit par l'érosion des rives ou par la main curieuse qui soulève un panneau dans un vieux bâtiment. La tâche de l'historien et de toute société qui cherche à comprendre son passé est d'être à l'écoute de ces murmures persistants, de ces anomalies dans les archives, de ces histoires familiales qui ne cadrent pas avec le récit officiel. Car c'est souvent dans ces interstices que se trouvent les vérités les plus difficiles et les plus nécessaires. L'affaire de 1847 nous apprend que la quête de ces vérités n'est pas seulement académique, elle est intrinsèquement liée à la justice, même si elle arrive trop tard pour les victimes. Nommer les disparus, retracer leur sort, comprendre les mécanismes de leur victimisation, c'est une forme de réparation morale, une affirmation que leur existence et leur souffrance comptent dans le grand livre de l'histoire. Cela ne ramène pas les femmes au bord du fleuve James à leur famille, cela ne leur rend pas les années perdues, mais il empêche leur effacement total. Cela inscrit leur expérience, aussi partielle soit-elle, dans notre mémoire collective, nous obligeant à confronter la pleine réalité des systèmes que nous étudions. Alors que nous considérons cette histoire et d'autres comme elle, dispersées à travers le temps et l'espace, nous sommes confrontés à une question finale et troublante. Combien d'autres récits similaires restent enfouis, leurs preuves détruites, leurs témoins réduits au silence, leurs traces perdues dans le flux du temps? La réponse, probablement, est trop nombreuse pour être comptée, mais la persistance de celui-ci, malgré tous les efforts pour l'enterrer, offre un principe directeur. Il faut toujours chercher, toujours écouter, toujours remettre en question le silence, car chaque fois que nous ramenons à la lumière une de ces histoires perdues, nous n'honorons pas seulement ses victimes, nous affaiblissons aussi le pouvoir du silence qui a permis l'injustice en premier lieu. Nous affirmons que l'histoire appartient finalement à tous, et non seulement à ceux qui ont le pouvoir d'en écrire la version officielle. Le fleuve continue de couler, emportant avec lui les échos des chuchotements et des pleurs étouffés, mais nous n'avons plus à laisser ces secrets s'enfoncer dans l'oubli. Nous pouvons, à notre tour, devenir les porteurs de ces mémoires refusées, assurant qu'elles ne soient jamais tout à fait retrouvées seulement pour être de nouveau oubliées, mais plutôt préservées comme des témoignages permanents et des avertissements solennels pour les générations à venir. L'histoire, dans ses ombres les plus profondes, nous parle encore. L'histoire de 1847, dans sa froide mécanique, illustre un paradoxe troublant de l'histoire humaine. Les systèmes les plus rigides créent souvent les possibilités les plus sombres pour l'exploitation illicite. L'esclavage en Virginie était un ordre légal et social méticuleusement construit, avec ses codes, ses patrouilles et ses registres de propriété. Pourtant, c'est précisément cette rigidité qui rendit le crime possible. Les patrouilles cherchaient des fugitifs, pas des victimes d'enlèvement. Les registres documentaient des transferts légaux, pas des vols.
Le système était conçu pour contrôler les esclaves et protéger des droits de propriété des Blancs les uns contre les autres dans des transactions légitimes. Les conspirateurs, membres de ce même système, exploitaient ces failles avec une précision chirurgicale. Ils savaient quelle plantation était sous-surveillée, quel fonctionnaire ne poserait pas de questions à City Point, comment falsifier des documents qui sembleraient authentiques. Leur crime fut un parasite du corps même de l'institution, utilisant ses voies, le fleuve, les marchés, les réseaux commerciaux, pour une fin illicite. Cette dynamique n'est pas confinée à la Virginie du XIXe siècle. On la retrouve partout où un cadre légal oppressif ou restrictif coexiste avec une forte valeur économique sur des personnes ou des biens. Les régimes de travail coercitifs, les restrictions de mouvement, les marchés noirs florissant sous des économies contrôlées, tous peuvent engendrer des formes parallèles de criminalité qui miment les structures officielles tout en les subvertissant. Les disparitions étaient si efficaces, précisément parce qu'elles ressemblaient, en surface, à des évasions. C'est ce qui rendit l'enquête de Fletcher si difficile et le déni officiel si crédible. La vérité était cachée à la vue de tous, dissimulée par la banalité du mal systémique. Le sort des témoins, Ridgway, Estabrook, Ardmore, démontre un autre principe sinistre. Dans de tels systèmes, le silence est souvent imposé non pas par les opposants extérieurs, mais de l'intérieur, par ceux qui ont le plus à perdre si la symbiose parasite-hôte est exposée. L'élite des planteurs n'avait pas besoin de détruire toute l'institution de l'esclavage, elle devait seulement éliminer les maillons faibles qui risquaient de révéler comment l'institution pourrait être détournée au détriment de ses propres membres. La mort de Pleasant renforça cette leçon. La vérité qui menace l'ordre établi est traitée comme une agression personnelle, à régler par les codes d'honneur de cette même élite. Ainsi, l'histoire nous met en garde contre la complaisance face au système bureaucratique de contrôle. Ils peuvent, parallèlement à leur fonction officielle, faciliter des abus qui sont presque impossibles à distinguer de leur opération normale. La seule défense est une vigilance constante, une volonté de croire aux anomalies, comme des mères disparaissant sans leurs enfants, et le refus d'accepter des explications trop commodes. Le témoignage de Louisa, porté pendant 14 ans, fut un tel acte de refus. Il perça la façade de la normalité pour révéler la terreur organisée en dessous. Sa voix, préservée par le capitaine Thorpe, a traversé le temps, non pas comme un simple récit, mais comme une preuve que la vérité peut survivre même lorsque tous les mécanismes officiels sont conçus pour l'étouffer. En fin de compte, l'héritage le plus durable de cette affaire pourrait être méthodologique. Elle nous enseigne à chercher l'histoire dans les silences des archives, dans les contradictions entre les registres, dans les histoires orales qui persistent en marge des récits officiels. Les documents de 1978 n'étaient pas dans une bibliothèque officielle mais derrière un mur. La vérité de Louisa n'était pas dans les procès-verbaux virginiens mais dans les archives fédérales de la guerre civile. Cela signifie que l'histoire complète est rarement au centre, elle est souvent à la périphérie, cachée, négligée ou délibérément mise de côté. Pour le dire simplement, nous devons chercher dans les fissures. Aujourd'hui, le fleuve James est une voie navigable pour le loisir et le commerce. Les plantations sont des sites historiques. Les noms des familles impliquées ornent peut-être encore des bâtiments et des bourses d'études. L'histoire officielle a absorbé le choc et poursuivi son cours. Mais la connaissance de ce qui s'est passé change irréversiblement notre perception de ces paysages. Un méandre paisible n'est plus juste un méandre, c'est un lieu d'embuscade possible. Un vieux registre n'est plus juste une relique, c'est un potentiel recueil de secrets. C'est le poids de l'histoire cachée. Une fois connue, elle transforme le monde ordinaire en un palimpseste, où des lâches de sens et de souffrances invisibles coexistent avec la surface visible. Le mot « retrouvé » dans le registre reste la plus poignante et ambiguë des épitaphes. Retrouvé par qui? Pourquoi? L'histoire nous dit qu'elles furent retrouvées par le réseau criminel, marquées comme propriété transférée, puis perdues pour toujours pour leurs proches et leur histoire. C'est une conclusion amère, mais elle souligne notre responsabilité.
En tant qu'héritiers de cette histoire, notre tâche n'est pas de les retrouver dans le sens de 1847, mais de les reconnaître, de reconnaître leur existence, leur individualité volée et la terrible logique qui les a emportés. C'est en faisant cela que nous pouvons commencer à contrer l'effacement qui fut l'objectif final de leurs ravisseurs et de ceux qui ont couvert leurs traces. Le fleuve, lui, ne juge pas. Il continue son cours vers la mer, indifférent aux secrets qu'il a portés. Mais nous ne pouvons plus prétendre à cette indifférence. L'histoire nous a été transmise, et en la racontant, nous rompons, si tard soit-il, le silence qui fut acheté par le sang et maintenu par la peur. Ainsi se referme le chapitre de 1847. Non comme une énigme résolue, mais comme une blessure historique, dont les contours ont été laborieusement redessinés. Le récit, de sa perpétration à sa suppression puis à sa résurgence fragmentée, trace un cycle révélateur de la relation entre pouvoir, mémoire et vérité. Le silence qui fut imposé, par la violence, l'intimidation et la collusion sociale, ne fut pas un vide, mais une force active. Un édifice construit pour protéger un ordre social et ses récits fondateurs. Sa défaillance ultime, due à la ténacité d'un témoin, à la préservation accidentelle de documents et à la curiosité persistante des chercheurs, démontre la vulnérabilité intrinsèque de ces édifices de silence. Ils dépendent de la continuité du pouvoir et de l'oubli. Une fois que le pouvoir se disperse ou que l'oubli est contesté, les vérités enfouies peuvent remonter à la surface. L'histoire de ces femmes transcende le cadre de l'esclavage américain pour parler de l'expérience universelle des sans-voix sous des régimes oppressifs. Leur ciblage spécifique, jeunes, en âge de procréer, met en lumière la façon dont les systèmes d'exploitation articulent souvent la valeur économique au corps et à la reproduction des femmes. Leur disparition méthodique illustre comment la terreur peut être administrée non par le chaos, mais par une organisation froide et efficace, ce qui la rend d'autant plus insidieuse et difficile à contester. La réaction des autorités et de l'élite, plus préoccupée par le scandale et la stabilité des droits de propriété que par le sort des victimes, souligne un principe sombre mais constant. Les institutions tentent à se protéger elles-mêmes et les intérêts des puissants qu'elles servent, même au prix de la justice. Le voyage de la vérité, du cachot du bateau à la déposition de Louisa, du registre scellé aux archives publiques, des murmures familiaux à la recherche universitaire, est un testament à la résilience fragile de la mémoire. Elle ne suit pas une ligne droite, mais une trajectoire erratique, faite de hasard, de courage isolé et de travail patient. Cela implique que la préservation de l'histoire difficile n'est jamais garantie. Elle nécessite des dépositaires, des conteurs et des défenseurs à chaque génération. Aujourd'hui, alors que le fleuve James serpente à travers un paysage transformé, l'histoire de 1847 nous reste comme un legs ambivalent. C'est un récit de perte profonde et d'impunité criante, mais aussi de survie ténue et de réclamation obstinée. Il nous oblige à considérer ce qui a été sacrifié sur l'autel du profit et du pouvoir, et à reconnaître les mécanismes subtils par lesquels ces sacrifices sont ensuite effacés de la mémoire collective. En fin de compte, le mot retrouvé dans le vieux registre pose une question qui nous revient, aux vivants. Avons-nous vraiment retrouvé ces femmes ? Nous avons retrouvé les traces de leur disparition, les mécanismes de leur vol, les noms de certains de leurs oppresseurs, mais leur voix, leur intériorité, le détail de leur vie et de leur souffrance, cela reste largement perdu. Ainsi, retrouver devient un processus imparfait et continu, un acte de réparation mémorielle plutôt qu'une restitution littérale. Peut-être est-ce là la leçon la plus durable, que face à de telles histoires, notre travail n'est pas de clore un dossier, mais de maintenir une question ouverte, de refuser l'oubli commode et d'accepter le poids d'une vérité incomplète, mais nécessaire. Le fleuve, indifférent, poursuit son cours vers la mer, emportant avec lui les dernières traces physiques. Mais l'histoire, désormais, appartient à un autre courant, celui de la mémoire humaine, où elle continuera de circuler, de nous interroger et de nous mettre en garde, aussi longtemps que nous choisirons de l'écouter et de la répéter.